à tous et bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, je reçois Christophe Pasquier, qui est CEO de Slight. Salut Christophe, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Hello Xavier, bah ouais, donc je suis le cofondateur et le CEO de Slight et on offre une solution de knowledge base augmentée avec de l'intelligence artificielle pour des équipes de toute taille. On sert des équipes de 10 personnes et 1000 personnes, 2000 personnes. Et on a construit Slight en remote et du coup c'est pour Ouais. ça qu'on est là aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que je t'ai invité sur le podcast, et aussi parce que du coup tu construis un outil et vous avez aussi une culture très forte de la communication asynchrone au sein de la startup. Et du coup, ça m'intéressait de t'avoir sur le podcast parce que la communication asynchrone, c'est quelque chose dont on parle beaucoup sur le podcast. C'est des choses c'est quelque chose qui fait en général plutôt peur aux gens de dire on va arrêter de se parler en direct et on va essayer, tu vois, de mettre la culture de l'écrit, etc., etc. Tout le monde, je crois, a à peu près compris que ça faisait partie d'une des bonnes pratiques du remote, mais j'ai jamais vraiment été creusé, même pour moi d'ailleurs. Tu vois, quels étaient les avantages, les inconvénients, comment est-ce que on mettait ça en place techniquement et de manière, on va dire un peu complète, et pas juste, ok, on va mettre en place de la documentation. Tu vois, juste au-delà de se le dire, comment est-ce qu'on fait au quotidien. Et donc c'était de ça dont je voulais parler avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux tu me disais juste avant qu'on enregistre là, un petit peu l'historique à la fois de votre choix de partir en asynchrone et enfin en remote et en asynchrone et aussi le côté produit qui est orienté vraiment asynchrone. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Ouais, avant que je continue, est-ce que tu entends dans le fond? Non, c'est bon. Non, Non, non. ok, ça. J'ai mes enfants mes bébés qui pleurent, mais ok. Enfin, ils sont pas tout seuls, mais. Ouais, donc Slide, en fait, on l'a construit donc dans un bureau pendant un an avec quelqu'un qui Ok. était déjà en remote à l'époque. Et après, en fait, on a commencé à recruter un peu partout, on a bougé tout le monde en remote, etc. Et du coup, on a vécu tout le spectre de travail entre le hybride, le bureau, le full remote international. Et on a évolué nos habitudes de communication clairement avec. Mais ce qui se passait, c'est qu'on a toujours construit un outil de collaboration et de culture écrite. Slide, c'est un outil avant tout. À la base, c'est un outil vraiment qui te permettait de rassembler au même endroit tous tes documents écrits. Et la proposition de valeur qu'on avait, c'était de dire, en fait, tu devrais savoir ce que tes pairs savent pour réduire le besoin de meetings récurrents, etc. Et du Ok. coup, très logiquement, on était déjà en fait sur un mode de travail asynchrone, on était déjà à promouvoir le mode asynchrone, même si le mot n'existait pas encore. On disait que Ok. c'était de la culture écrite. Vas-y, si tu... enfin, parce que je peux partir très loin comme ça, mais Ouais, j'ai une question du coup. Pourquoi est-ce que vous avez switché de présentiel à remote? J'ai vu que vous avez fait YC, donc est-ce que c'est pour ça? Est-ce que vous avez dû splitter l'équipe quand vous avez fait YC? YC, c'est un euh, accélérateur de start-up basé aux US. Ok. ouais. Alors on y allait. Pour le coup, c'était vraiment pas remote avec toute la boîte en Ok. présentiel. Donc on était 8 ou 9 à l'époque dans une même maison pendant 3 mois. Donc là, c'était vraiment pas remote. Ok. Et en revenant, en fait, on avait fait donc notre seed round et on avait décidé de recruter un peu partout parce qu'on avait déjà la moitié de l'équipe en remote Ok. et on a commencé à ouvrir à ce moment-là. Donc non, c'était juste, c'était le seul fait, le seul truc, c'est que ça nous a donné des fonds et que ça nous a permis de commencer à réfléchir à l'accélération et à faire le choix conscient de se dire bon, Ok. allons recruter un peu partout. Et là, tu as nos deux employés qui ont suivi, c'était un mec à Séoul et un mec à Sao Paulo. Alors notre stratégie a beaucoup changé depuis sur où est-ce qu'on recrute, comment, etc. Mais en tout cas, le choix était très clair à ce moment-là. Ok. Et par contre, sur l'évolution de nos modes de communication, ça a clairement eu un impact à partir du moment où on n'était plus sur la même time zone. Ouais. Mais encore une fois, c'était juste une continuité. On était déjà en mode de travail très écrit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est plus l'inverse. C'est plus qu'au bout d'un moment, on s'est retrouvé dans un mode où on avait beaucoup, beaucoup d'écrits et on a eu moins de ce qu'on aimait beaucoup au tout début. On a toujours fait en sorte d'avoir beaucoup d'off-site. On se retrouvait en présentiel pour Ouais. contrebalancer ça. Et ça marche très bien, pour le coup, que ce soit sur le fait de construire des relations ou faire de l'idéation. Tu peux le faire en spike une fois tous les 3 mois. Ça marche très, très bien. Au contraire, ça permet de le rendre intentionnel, etc. Mais ça demande une certaine discipline, comme toutes les pratiques remote. Ça demande Ouais. une astreinte assez forte. Tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les contraintes et qu'est-ce que tu entends par astreinte assez forte?
Bah, ça veut dire que typiquement, tu dois, à partir du moment où on a beaucoup, tu vois, fait évoluer le rythme de rencontres par an. À un certain moment, tu arrives à un rythme de rencontre où c'est pas suffisant et en fait, où tu n'as pas Ok. le bon niveau d'interaction. Tu te retrouves avec des gens qui sont arrivés à un moment, peut-être n'ont pas pu faire un des off-sites, ou alors quelqu'un n'a pas pu être là. Et en fait, tu te rends compte que deux personnes travaillent ensemble mais se sont jamais vues en 6 mois, 7 mois. Et tu Ouais. te dis, ah, mais c'est marrant, ça marche pas bien avec cette personne, etc. Et tu es là en mode, ah oui, évidemment, en fait, la personne n'a pas été mise en condition de succès très tôt. Donc, ça te demande d'avoir des process très, très forts et très rigides d'une certaine manière. Ce qu'on n'a pas toujours bien fait et ce qu'on fait d'ailleurs, tu vois, on apprend en permanence. C'est aussi ça le Ouais. truc du remote, c'est que tu te renouvelles beaucoup sur tes process. En tout Ouais. cas, le remote, quand ça marche pour nous, la personne arrive, tu vas avoir un remote d'onboarding, un offsite d'onboarding, excuse-moi, où la Ok. personne avec deux, trois pairs et le manager se retrouve. Ok. On essaie de se retrouver 2 fois par an. Moi, j'aimerais bien faire plus en ce moment. Et quand on se retrouve, en gros, c'est moment de collaboration, moment de, tu vois, genre d'interaction d'équipe, etc., de partage, de création de liens. Donc, Ouais. enfin, franchement, c'est, tu vois, selon les habitudes culturelles des uns et des autres, ça peut être prendre des bières et se marrer pendant toute une soirée, ou alors ça peut être faire du sport, ou ça peut être quoi que ce soit, mais le but est le même, créer Ouais. du lien. Et évidemment, faire de l'interaction, de l'innovation, vraiment parler des challenges qu'on a et trouver des solutions innovantes, etc. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et au début du remote, en fait, quand tu as des gens qui n'ont pas d'enfants, quand tu as des gens qui sont encore genre au début de leur carrière professionnelle, c'est très très simple de se dire bah, tous les 3 mois, on va se retrouver à tel endroit, etc. Ouais. Puis Ouais. après, au bout d'un moment, tu vois, moi j'ai 3 enfants maintenant, tu commences à avoir des contraintes qui sont très différentes. Et du coup, pour en fait avoir ce rythme qui permet à une boîte remote qui lance un produit qui veut avoir un product market fit global et tu vois qui scale très vite, Ouais. ça devient assez challengeant. Et C'est un des exemples d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, des trucs qui sont contraignants dans le remote, mais ça c'est un des exemples. est-ce que tu penses que c'est aussi une question de taille? Peut-être, est-ce que tu peux nous dire combien est-ce que vous êtes maintenant? Nous faire un petit aperçu un petit peu de la boîte Ouais. actuellement. Et, et aussi, est-ce que tu vois, est-ce que tu as ressenti toi une taille un peu critique ou une taille un peu plutôt charnière où tu as commencé à dire oula, au-delà Ouais, de 20 personnes, 15 personnes, 30 personnes, je sais pas, ça devient complètement. vraiment compliqué. Ouais, exactement, c'est ça, c'est 15-20. Là, on est redescendu un petit peu justement pour un peu ces raisons-là. On sentait Ok, que avant d'avoir une étape de scale suffisamment importante, euh, si jamais tu as suffisamment c'est un peu ce dont on parlait. Le fait d'être en remote, ça rajoute des contraintes ouais, et c'est unforgiving, comme tu disais, je crois, avant ouais, le début de l'enregistrement. En fait, si jamais genre tu as un product market fit de dingue et que ta boîte va grandir à une vitesse grand V. En fait, quoi que tu fasses, évidemment, ça va être compliqué, c'est des problèmes, etc. Mais tu vas trouver des personnes suffisamment smart pour régler les problèmes. Ta grosse le permet, le fait que ça se passe bien le permet, etc. Et tu vas régler ces problèmes, tu peux mettre le budget dessus. Tu vois, je pense j'ai Deal en tête où Deal, je parlais avec Alex juste avant le Covid. Nous, on était un des premiers utilisateurs. Et ok, enfin le truc, genre il me racontait ses chiffres, et j'étais là, mais mec, c'est absolument impossible ce genre de chiffres, c'est quoi ce délire? ouais, Et tu vois, c'était très clair que ça allait être une des plus grosses boîtes des 5-10 dernières années. Euh, et tu te dis, dans ce genre de setup, évidemment, c'est compliqué, ça veut pas dire que tu vas construire une boîte qui est incroyable. Enfin, tu vois, genre, ça ne dit rien sur le futur extrêmement long terme de la boîte, hein, même si il est une super boîte, évidemment. Mais par contre, les problèmes sont réglés. Je pense pas qu'ils aient quoi que ce soit comme problème d'idéation, de création de produits, etc. Euh, Quand tu es une boîte un peu plus petite, que tu scales trop vite, bah, dans une boîte traditionnelle, c'est problématique. Dans une boîte remote, c'est doublement problématique. ouais, c'est ça, c'est clair, ouais. Quand tu prends des mauvaises habitudes de travail dans une boîte normale, bah, c'est problématique. Dans une boîte remote, c'est doublement problématique. Ouais, Et tu as beaucoup plus de problèmes à itérer. Donc c'est sûr, de toute façon, on l'a toujours dit, on le savait avant le début de la vague du Covid aussi, enfin, le début de la vague des boîtes remote à ce moment-là. Le remote, ça demande d'être très intentionnel sur comment est-ce qu'on travaille. ouais, Et il y a un désavantage naturel pour les founders qui sont relativement jeunes, qui vont arriver là-dedans. Et il y a un désavantage naturel aussi pour les founders qui veulent faire une boîte qui va être une unicorn. ouais.
Ok. Ça veut pas dire que c'est impossible, évidemment. Sinon, Ouais, ça ouais, n'a pas. mais c'est plus difficile, clairement. Ouais. C'est hyper intéressant. Moi, j'aime bien sur ce podcast les choses qui n'ont pas marché parce que on apprend vachement des gens qui ont fait des erreurs avant. Tu peux nous dire, toi, euh, les choses qui n'ont pas fonctionné, sur lesquelles vous vous êtes un peu cassé les dents et surtout, comment est-ce que vous avez réussi à, à résoudre ce truc si c'est... Euh, Bah, le premier truc qui vient en tête, parce que c'est lié à la thématique, on a travaillé en 2020 sur un produit parallèle à Slide. Donc on était dans une situation, en gros, on avait une bonne croissance, etc. Mais on sentait bien qu'il allait falloir qu'on trouve un positionnement beaucoup plus fort que ce qu'on avait à l'époque. Ok, Pour l'histoire, Slide, on s'est lancé 5 ans, 6 ans après Notion, qui était un peu inconnu à l'époque. On a eu 2 ans, ok, on était vraiment en catégorie creation, on a créé un produit, personne n'était équipé, etc. On est allé à YC, on a fait notre seed, et pendant notre batch, Notion 2 avec les databases s'est lancé. En fait, ils avaient beaucoup, beaucoup d'acquis, ils avaient 6 ans, 7 ans. Enfin non, ils avaient 7 ans de travail, donc 2 ans plus 5. Et du coup, en fait, les années suivantes ne nous ont pas empêché de grossir, mais par contre, clairement, on s'est retrouvé dans une phase où la catégorie n'était plus à prendre, elle était, tu vois, genre prise, ouais, et il y avait un challenger et un contender. Et, euh, et du coup, encore une fois, ça ne nous a pas empêché de grossir, les gens qui fait Slide, etc. Mais par contre, c'était moins green, je sais plus comment ça s'appelle, Blue Ocean, enfin moins, ouais, tu vois, ouais. genre, tout est à apprendre, etc. Et du coup, on s'est retrouvé en 2020 à beaucoup réfléchir à ce sujet de comment est-ce qu'on allait vraiment stand out de manière beaucoup plus forte, parce qu'on savait que les gens préféraient Slide pour la simplicité, la search marchait beaucoup mieux, les gens avaient une préférence sur l'éditeur, enfin, il y avait plein de raisons un peu side, mais c'était des Ok, détails, c'était pas quelque chose ouais, que tu allais marketer comme une grosse valeur unique. Et nous, on travaille en remote depuis un bout de temps. On savait ouais, que 50% de nos utilisateurs ou quelque chose de similaire étaient en remote aussi, en fait, ce qui était une très grosse proportion pour l'époque. Je crois que c'était plus 40%, mais c'était quand même très très conséquent avant le remote. Et les personnes qui travaillaient en remote, on le savait, et nous les premiers, on utilisait Slide comme quelque chose de plus fort qu'une knowledge base. C'est-à-dire pour nous, la connaissance allait au-delà de juste quelque chose de statique que tu documentais. Et je pense que beaucoup d'autres équipes depuis ont pris ce pas, mais on allait vraiment documenter l'intégralité de ce qu'on travaillait, de nos features, de nos, tu vois, les outcomes d'un meeting, ok, vraiment, tu allais avoir des prises de décision qui étaient faites en asynchrone via des documents avec des racis, etc. ok, Et c'était quelque chose qui n'était pas encore très traditionnel pour la plupart des boîtes. La plupart des boîtes remote faisaient ça comme ça. Et du coup, on a, on a fait un bet qui était de dire on peut faire de Slide pour ces boîtes-là l'outil idéal de travail asynchrone. Et ok, évidemment, avec le Covid, etc., ça a accéléré ce truc-là. Et du coup, on s'est dit, bah, génial, tu vois, il y a plein de boîtes qui vont, c'est le futur, on va pouvoir aller là-dessus. Et donc, on a vraiment ouais, fait le bet. On s'est dit, on adore ce secteur-là, on pense qu'il va être énorme, on le connaît très bien, ouais, on va y aller à 100 000%. Et du coup, on a beaucoup parlé de ça, on a beaucoup communiqué là-dessus. On a parlé avec 150 boîtes remote en quelques mois pour construire la première itération du produit. Et donc, la première itération du produit, c'était un truc qui s'appelait Discussion. C'est un outil de communication long forme utilisant notre éditeur pour chaque thread de message que tu ok, pouvais intégrer dans tes documents et que tu peux toujours intégrer. D'ailleurs, ça existe encore. Ça a été rebrandé Question and Answer et qui te permettait de prendre des décisions en asynchrone dans ta base de connaissances et du coup directement de loguer les décisions à l'intérieur de ta base de connaissances. ok, C'est un produit qui est dans l'absolu très bien, il est très bien fait, il y a eu plein de challenges pour le faire, etc. Mais très clairement, on a fait un bet sur le fait que les équipes voulaient travailler en asynchrone et que c'était quelque chose qui allait vraiment être porteur, qui ouais, s'est révélé perdant. Et ok. donc ça, c'est le premier learning. Et c'est pas faute d'avoir beaucoup évangélisé là-dessus, d'avoir beaucoup de communiqué là-dessus, etc. C'est juste des habitudes qui sont très dures à apprendre. Donc ça, c'était le Ouais, premier ok. apprentissage. Et tu sais pourquoi? Parce que tu disais que tu avais fait beaucoup de customer interview, d'interviews de boîtes remote avant, pour justement modeler ta première version. Donc Ouais. j'imagine que t'as pas fait le bet complètement à l'aveugle et que tu avais quand même Non, deux billes non. avant. Et Ouais, ouais. finalement, qu'est-ce qui a changé entre entre ce que tu avais identifié toi, ce que vous avez identifié vous comme étant
des vrais, tu vois, must-have et qui finalement sont devenus, après l'avoir fait, des choses un peu peut-être secondaires ou finalement pas si importantes que ça pour les boîtes si elles l'ont pas adopté ou si c'était un mauvais pivot. Un des trucs qui est très compliqué avec les outils de productivité, c'est que c'est un marché qui est fondamentalement bottom-up, où tous les utilisateurs d'une boîte utilisent l'outil, contrairement à la Ouais, plupart des SaaS qui sont verticaux, sur lesquels en fait tu as un decision maker. Et quand on parle d'outils de communication, c'est un peu la représentation la plus forte de ce phénomène. Si jamais tu as un ok, outil de communication où les gens n'ont pas envie de l'utiliser, ouais, il y a pas ouais, moyen que les gens l'utilisent. Si jamais tu as une documentation qui est faite par quelqu'un d'autre a besoin d'une réponse, bon, il n'a pas le choix. Il va devoir aller se loguer, chercher dans la base de connaissances, même si c'est confiance. ouais, Mais par contre, si jamais tu as de la communication qui arrive, si jamais je t'envoie un message et que la personne n'est pas à l'autre bout du fil, c'est absolument ouais, impossible. Et du coup, en fait, on parlait avec des gens qui étaient très éduqués sur le sujet. Et je pense qu'ils, d'un point de vue intellectuel, accrochaient énormément avec ce type d'idée. Mais ok, si jamais il n'y a pas d'engagement très très fort, et c'est pour ça que Slack est aussi, je veux dire, on a beaucoup critiqué le fait de Slack d'avoir en fait les mêmes tactiques de growth qu'un Facebook, etc. ouais, Évidemment, plus maintenant, mais en tout cas sur les premières itérations de Facebook. En fait, c'est inhérent au fait que tu as besoin de cet engagement pour qu'un outil de communication travaille, fonctionne. ouais. Ok, d'accord. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que vous aviez discuté, vous, j'imagine, avec plutôt des CEO ou des cadres, on va dire, d'entreprises remote, et qui, pour le coup, voyaient beaucoup l'intérêt, etc., étaient plutôt fans. Mais en fait, tu t'es rendu compte qu'il fallait chercher les utilisateurs et que les utilisateurs en tant que tels n'étaient pas forcément Ouais. euh, enclins à faire de la synchrone. C'était quoi la barrière d'ailleurs? Tu sais si c'était vraiment le fait de faire de la communication asynchrone ou c'était juste l'outil, l'ergonomie, etc., ce genre de truc, ou c'était vraiment l'usage qui était différent de ce que vous aviez anticipé? Je veux dire, l'usage, tu peux toujours l'améliorer, mais sur un outil comme celui-là, encore une fois, c'est pas un outil de type Slack. En fait, on faisait tout pour réduire justement le bruit. C'était vraiment une des propositions de valeur. Ouais, Donc, je crois pas que ce soit l'outil qui ait été problématique. Je pense que fondamentalement, c'était quelque chose qui a été acheté par effectivement des decision makers qui avaient trop de bruit. Je pense pas que le problème était forcément partagé par tout le monde. Les personnes qui ont un problème de clarté, en général, c'est les managers, etc. Les ouais, restes, ils ont leur, tu vois, j'ai un backlog un peu plus clair de tâches, un reporting, une ouais, ligne de reporting un peu plus claire. Donc je pense qu'il y avait ça. Les personnes à qui on ok, parlait n'étaient pas forcément les utilisateurs finaux. ouais, Mais, mais je pense que c'est surtout, tu vois, il y a des choses il y a des paradigmes qui sont mûrs et qui sont prêts à émerger dans le monde. Il y a des idées qui sont prêtes à émerger dans le monde. Et il y en a d'autres. ok, Tu dois attendre 5 ans, 10 ans, peut-être qu'elles ne viendront jamais. Tu ok, vois, je sais pas, tu vois, Zuckerberg qui essaie de pousser le métaverse ou qui essaie de pousser le métaverse il y a quelques années. ouais, ouais, Je viens, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient pas très confiantes dans cette idée. Je pense qu'il y avait très peu de croyants, mais en tout cas, de believers. Ils faisaient ce bet de se dire, genre, je pense que cette idée est prête à émerger dans le monde. ouais, Et peut-être que dans ouais, 10 ans, on en parlera comme comment ça s'appelle, comme les premières tablettes. Enfin, tu vois, les moments de technologie qui ont 10 ans d'avance sur leur temps, quoi. Enfin, en ouais, tout cas, d'idées qui ont 10 ans sur le temps. Genre, je pense que vraiment, le mode de communication asynchrone, le mode de travail asynchrone, j'ai vu pas mal d'outils aussi. Tu vois, il y a des twists, Todoist qui essaient de travailler un peu sur ce sujet-là. T'as, t'as pas mal d'autres outils qui ont essayé de travailler sur ce sujet-là. En fait, je pense que fondamentalement, ça demande énormément de justement, tu vois, on parlait d'astreinte. Ça demande énormément de contraintes de la part de l'équipe ouais, managériale pour que ouais, ça se mette en place. Et je veux dire, nous, on était évidemment, tu vois, bailleurs du produit, on l'a utilisé, et je pense qu'on aurait dû être beaucoup plus rapide à l'utiliser de manière très intense et à regarder notre propre rétention, parce qu'on n'avait pas une rétention suffisamment forte, je pense, sur cet outil. Et je pense que c'est vraiment, au début, tu vois, tu te dis, bah, c'est peut-être le produit lui-même, les features, le machin, etc. Et à un ouais, moment, je pense vraiment que c'est juste un usage qui est très très dur à rentrer. Et peut-être une ok, anecdote pour ça. Au tout début d'Ivy Remote, on avait beaucoup de boîtes qui venaient nous voir pour nous demander des conseils, parce que donc on était en remote depuis quelques années. Et je me ouais, souviens assez nettement un truc qui n'était pas du tout un call de sales, purement un call pour aider une boîte, etc. Avec, genre, je m'étais retrouvé dans un call avec, c'était une boîte de 300 personnes, et on était avec genre 3 RH et peut-être un directeur of operations ou un truc comme ça, mais c'était même pas les VP ou C-level, tu vois.
Ok. Et c'est clairement pas les C-level, enfin les founders. Et du coup, en fait, on parlait de comment est-ce qu'on doit adapter nos méthodes de travail. Et du coup, tiens, on les expliquait, bah, c'est pas très dur. Vous avez une contrainte qui est que vous pouvez pas vous voir en personne, donc vous allez devoir remplacer certaines habitudes. Vous allez avoir besoin de travailler beaucoup plus par l'écrit, sinon vous allez vraiment vous péter un câble dans les Zoom rooms, etc., comme beaucoup de personnes ont vécu. Ouais. Ouais. Et en fait, en parlant, tu te rendais compte qu'il y avait absolument aucune manière que ça arrive d'elles. Enfin, c'était que des femmes. Parce que l'autorité était très très faible par rapport aux fondeurs, etc. Et en fait, on l'a vu plein de fois. Si jamais tu n'as pas un exemple qui est donné par des managers, c'est très très Ouais. dur d'avoir ce genre de nouveaux usages assez contraignants et pas naturels qui prennent. Je pense que tu as un truc, vraiment dans ces usages bottom-up où ça peut prendre très naturellement par tu vois, la masse parce que les gens adorent. Il y a des ambassadeurs en interne, etc. Pour des Ouais. usages qui sont un peu moins naturels, tu as vraiment besoin d'avoir cette approche top-down et c'est ça qui rend d'ailleurs, je pense que c'est ce pourquoi notre tech sur le travail asynchrone n'a pas bien fonctionné à l'époque. Ok. Ok, c'est intéressant le fait que même finalement, même vous, vous ayez du mal à utiliser le produit autant, on va dire, que ce que vous espériez de vos clients, en fait, si j'ai bien compris. Mm. Tu peux me dire qu'est-ce que vous utilisiez ou peut-être même ce que vous faites encore? Et est-ce qu'il y a des choses que vous avez du coup plus ou moins abandonnées en asynchrone et que vous continuez à faire en synchrone parce qu'en fait c'est ce qui fonctionne le mieux, etc. Non, on n'a pas changé ça pour le coup. Ok, C'est une bonne question. On n'a pas changé ça. On continue à le prendre. Je réfléchis peut-être un peu sur de la prise de décision. On est un petit peu plus synchrone qu'avant. Il y a des moments d'accélération où tu sens qu'il y a besoin de. Si tu veux que l'équipe reste engagée, que tu achives vite les choses, il y a besoin que des décisions fortes soient faites très vite. ok, Et la maturité de notre équipe fait qu'on s'en rend compte de temps en temps et qu'on accepte que voilà, il y a besoin que telle personne prenne une décision très rapidement et qu'on va pas être tu vois, challengé en permanence. Mais ça, je pense qu'on a beaucoup appris en faisant et en voyant l'inverse se produire. Mais sinon, non, là, je regarde, tu vois, notre slide, parce que c'est là où on travaille évidemment en permanence. Tu vois, genre notre QA, elle arrive là, évidemment, la stratégie arrive là, les travails cœur, HR arrive là, documentation évidemment. ok, vraiment pas grand-chose quand même Ouais. que vous faites en synchrone, hein. Parce que même la prise de décision, elle est faite en asynchrone. Vous arrivez à Bah, faire la ça prise de décision, je te dis, c'est peut-être un des trucs sur lesquels de temps en temps on fait un peu une entorse Ouais, à ça, de plus en plus. Mais ouais, ok, non, il y a quand même vraiment 90% de notre taf qu'on fait en asynchrone. Le synchrone, pour nous, c'est vraiment un moment de. On se regroupe, on voit les updates des uns et des autres, on démo, enfin, tu vois, on voit en visuel, on montre en visuel un petit peu ce qui a été fait, ce qui a été achieve, etc. ouais, Et encore, parce que moi, je considère que le Slack, c'est un peu synchrone. Mais alors, plein de personnes ouais, diront que Slack, c'est asynchrone. ouais, Et du coup, il y a aussi une grosse partie des updates, de la communication interne, etc., qui arrive via Slack. ok, Euh, donc, ouais. ok. Non, on a Il y quand a- même une grande majorité de notre travail en asynchrone. ok. Il y avait deux points que je voulais voir avec toi sur l'asynchrone, qui sont des points sur lesquels moi j'ai pas la solution clairement. Pour en avoir parlé avec plusieurs personnes, ça fait toujours partie des points qui remontent quand on dit on va bosser en asynchrone. C'est l'idéation. Comment est-ce qu'on fait pour tu vois, brainstorm un truc, Ouais. euh, voilà, mettre en place de nouvelles procédés, etc., etc. Et la deuxième, c'est la résolution des conflits. Parce que en asynchrone, ça devient très compliqué. Euh, et peut-être même un troisième point qui est l'isolement, parce que bosser en asynchrone tout le temps, c'est pas forcément facile, tu vois, de ce point de vue-là. Euh, Peut-être on peut commencer par l'idéation. Ouais, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous le faites est-ce que vous arrivez à le faire en asynchrone? Je les note pour pas les oublier. Idéation, conflict, isolation. L'idéation n'est pas mal. De mieux en mieux, en tout cas. J'ai le C'est sentiment intér- que j'ai le sentiment que il y a des natures de personnes qui marchent mieux. Genre au fil des ans, on a travaillé avec quand même beaucoup de personnes. Ouais, Là aujourd'hui, on est une trentaine, mais un peu moins de 30. Mais tu vois, genre, je pense qu'au total, on a dû être peut-être 32 plus quoi. Au fil des ans, on a un churn qui est assez low, mais voilà. ok. Et du coup, pour regarder toute la
palette de développeurs, de designers, de product, donc les gens avec qui je fais le plus d'idéation personnellement, avec qui on est travaillé, en fait, je me rends compte qu'il y a des gens avec qui ça marche mieux que d'autres. Ok. Et je pense que c'est un peu, c'est comme, encore une fois, ce que tu disais au début, c'est comme le remote ne pardonne pas. Si jamais tu n'as pas les bonnes attitudes, ça rend tout plus difficile. Si jamais tu es dans la même salle, l'énergie que tu dégages, tu vois, typiquement un truc qui est très classique en idéation, c'est d'avoir des gens qui vont juste dire non ou qui vont juste, tu vas ne pas Ouais. être ouvert à, tu vois, genre à l'idée, et du coup l'échange se brise, c'est absolument impossible de ramener des nouvelles idées. Toi-même, tu te braques sur les idées de l'autre, ou alors qui vont juste pas du tout écouter ce qui correspond au fait Ouais, d'être c'est ça. braqué, qui vont pas du tout écouter les, les oppositions, tu vois, les problèmes logiques que posent les idées, ou le fait de ne pas en fait travailler sur le problème sur lequel on est parti, etc. Et ça, si jamais tu es dans un bureau, l'enthousiasme même de deux personnes qui, elles, marchent super bien ensemble, va Ouais, ouais. complètement contrebalancer ça. Et en fait, c'est pas grave, l'autre personne va un peu se rattacher à ce groupe-là et va être là en support. Et en fait, ça lui va en général. Genre, c'est aussi un rôle qui correspond. En remote, par nature, tu as des groupes qui sont plus petits de travail. Parce que juste un Google Meet à 5, c'est un enfer en fait. Ouais. La taille naturelle en remote, c'est plus 3, et la taille en Office, tu peux être 6. Donc ça, c'est pour moi une différence qui est assez Ok. forte. Et du coup, en fait, ces personnes-là qui sont peut-être un petit peu moins, qui cliquent, et c'est généralement une question d'alchimie, hein, c'est pas une question de la personne et de manière inhérente, marche pas pour l'idéation, ou a pas de bonnes Ok. idées, ou n'arrive pas à innover. Mais c'est plus une question de clic avec l'autre personne. Ouais, elle peut rentrer en conflit et ramener quelque chose qui est pas très positif. Et ouais, du coup, genre, je pense que c'est ça le principal, c'est trouver les bonnes personnes qui vraiment marchent bien ensemble. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui, c'est très très important pour travailler avec moi, parce que je vais être assez direct sur les idées qui marchent pas, et genre très très excité sur les idées qui marchent. C'est d'avoir des gens qui ont un ego très faible, qui arrivent à comprendre que quand je parle de quelque chose, je parle de l'idée, je parle pas du taf, etc. Qui Ok. comprennent aussi que je suis ultra dur avec mes propres idées. Moi, je raconte de la merde très souvent, et c'est pas un problème pour moi de le reconnaître et de dire, ouais, j'ai absolument aucun problème avec ça. Mais ouais, il y a cette alchimie que j'ai découvert avec certaines personnes. Et alors, c'est pas une très bonne réponse, parce que ça donne pas, c'est pas quelque chose qui est très facile à reproduire. Ouais. Mais Est-ce que tu peux nous, justement, j'allais te poser la question peut-être un peu plus concrète, un peu plus terre à terre. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le process euh, d'idéation? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous utilisez Slack pour le faire? Est-ce que vous êtes sur un non. Slack? Si vous êtes Comment est-ce que vous faites ça? Ouais, c'est une bonne question. Non. Pour le coup, l'idéation, on va le faire vraiment en synchrone, ça c'est sûr, que ce soit en off-site, donc en présentiel, ou alors sur des fig jams. Et donc avec vraiment quelqu'un qui va un peu gérer la discussion, l'idéation. Ok. Ok. Non, on le fait en présentiel, en synchrone. Ok. Ok. Et après, Ok. en fait, il y a beaucoup de back and forth qui se fait sur Slack, sur Figma, sur Slide de temps en temps, mais quand ça arrive sur Slide, je vais te dire, genre, moi, je sens que c'est pas un bon. Les discussions sont juste vraiment faibles. Ok. Ouais, donc vous mettez tout le monde C'est. sur un Meet, quoi. Tu mets tout le monde sur un Meet ou sur un call, peu Ouais, importe. t'as envie d'avoir, en tout cas en asynchrone, t'as envie d'avoir une équipe très très honneur, très restreinte, qui marche bien ensemble. Le mieux, c'est d'avoir 2 ou 3 personnes, un preneur de décision très fort. Ok. Parce que le pire, en fait, c'est surtout des idées, et de se retrouver dans quelque chose où les gens sont pas sûrs, tu te retrouves à faire vraiment 15 itérations. C'est très très facile, tu vois, genre un phénomène par exemple qui est assez simple, c'est un designer, un développeur et un preneur de décision tiers, donc ça peut être l'head of design, un product manager, ça peut être moi. Et tu lances un projet, il y a un but, le designer fait une première version, il le met le designer, ouais, il le donne au développeur, le développeur implémente quelque chose, le Ouais. designer est là, ah ouais, mais attends, il y a tous ces edge cases auxquels il n'avait pas pensé, il va faire une page de QA, ou alors il va pointer sur Figma, mais ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Le développeur prend le truc, il va essayer de les corriger, et en gros, tu vois, c'est un peu le truc je sais pas quel est l'équivalent, mais du Jenga, ou j'en sais rien, où tu pousses un truc et en fait ça ressort de l'autre côté. Ouais. Ouais. Du coup, tu as une autre ronde de QA et c'est sans fin, et en fait tu te retrouves avec un espèce de Frankenstein
qui est absolument horrible, qui marche pas du tout, et simplement parce que les trois n'ont pas été dans la même salle pendant 2 heures à pair et à regarder Ok. est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Ah, attends, en fait, je l'avais fait en design, mais en fait, ça marche pas. Viens, on passe à autre chose. Ok. Ça, c'est, Ok. je l'ai vu tellement de fois. J'ai eu un truc notamment où je suis développeur au front-end. Et je me souviens très bien, il y a 2-3 ans, on avait refait nos covers. Il y avait ce phénomène exactement qui était arrivé. C'est extrêmement frustrant. Et je m'étais retrouvé à refaire le truc et à remove 2000 lignes de code juste pour un Ah système oui. d'image de cover. Parce que en fait, il y avait tellement de edge case qui étaient introduits. Parce que tu vois, genre, ils se disaient, ah ouais, mais en dark mode, tu vas le faire comme ça en mobile, le titre, il doit plus être là, il doit être là, il y a des boutons qui vont arriver à cette Ouais. en mode, mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Et en fait, c'est juste une question de décision un peu claire, produit, etc. Et peut-être que le produit avait voulu les prendre, mais en étant en asynchrone permanent à toucher juste une partie du problème, tu vois, ça rendait En fait, ils se rendaient pas Ouais. compte non plus que bah, ils touchaient pas l'intégralité du système. Donc ça, c'est clair qu'il faut le faire en présentiel ou en synchrone. Ok, ouais, ça c'est intéressant. Et ça rejoint un petit peu, toi typiquement moi je vois très bien ce dont tu parles parce que je l'ai vécu aussi plusieurs fois. Et ça rejoint un peu les deux autres points que je voulais soulever, tu vois, que ce soit la résolution de conflits ou peut-être l'isolement, parce que j'imagine que ce que tu racontais sur j'ai effacé 2000 lignes de code, psychologiquement ça n'a pas dû être très simple à gérer. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu. En fait, il y a deux aspects. C'est pas la bonne manière de faire. Si le CEO arrive et corrige ce truc-là, je veux dire, moi, j'en suis complètement conscient. Ça m'a fait chier et j'ai dû le faire 2 mois après. Ils ont mis 2 mois à faire ce truc-là. C'était un enfer. C'était une Ouais, squad qui était complètement dysfonctionnelle, ça marchait pas, etc. Et le fait ouais, que je le fasse, je veux dire, envoyer le signal de les gars, c'est n'importe quoi. C'est pas possible que je fasse ça. ouais, Par contre, je veux dire, la pull request, il y avait moins 2000 en rouge et plus 400 en vert. Si tu veux, genre, il n'y avait pas de question. Le système, ouais, il marchait nickel, il n'y avait plus de edge case, etc. Alors que j'avais dû faire leur QA, etc. Et personne ne pouvait. C'était un cas tellement extrême, c'était absolument impossible de dire attends, pourquoi est-ce qu'il fait ça, etc. Non, là, c'était vraiment ouais. critique. On perdait du temps, on avait 2 développeurs dessus, c'était n'importe quoi. Mais par contre, le fait que j'ai dû faire ça était évidemment extrêmement négatif et c'était le meilleur exemple d'un problème de collaboration synchrone dans une équipe. Ouais, ok. Et du coup, comment est-ce que tu... alors là, c'est un peu le nez au milieu de la figure, mais comment est-ce que tu arrives comment est-ce que tu arrives à détecter ce genre de situation sans forcément aller jusqu'au, tu vois, à cet extrême-là, mais tu vois, les espèces Ouais. de communication asynchrone. Comment est-ce que toi, tu arrives à garder un œil sur les relations entre les gens de façon à résoudre les conflits avant qu'ils arrivent vraiment à un point où tu dois toi intervenir, tu vois, un peu de manière abrupte. Ouais, et clairement, c'était pas la norme ce qui s'est passé à ce moment-là. Ouais, 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 Franchement, c'est pas vraiment mon rôle en réalité, hein. C'est le rôle des managers. J'ai plein de ouais, leads de la team qui font ça. ok, Et je veux dire, on a des interactions en one-one ok, très fortes où évidemment c'est un des sujets numéro un. Comment est-ce que l'équipe se sent, quels sont les types d'interactions, etc. Donc il n'y a pas vraiment de secret ok. finalement. Ouais. Ouais, en fait, du one-one un peu classique. À quelle fréquence à peu près, tu sais? Ça dépend. C'est une bonne question, mais la norme qu'on essaie d'avoir, c'est quand même de se faire ça toutes les semaines pour les directs, les personnes avec qui tu travailles en direct. Ok, Je t'avoue que moi, j'ai toujours fait un peu fluctuer. Quand j'ai eu trop de reports à un moment, je passais à une fois toutes les 2 semaines pour certaines personnes. ouais, Mais la norme, c'était ça. ouais. Et pendant très Ça- longtemps, j'avais des one-one toutes les 2 semaines avec tout le monde, ou toutes les semaines ou tous les mois avec tout le monde dans l'équipe. Ok, Jusqu'à 15-20 personnes. Ce ok. qui était super, mais ouais. Ça prend un temps de ouf, ouais. Ça prend un temps de ouf et en même temps, c'est assez sympa. Ça fait un peu des sortes d'office hour. Mais ouais, bref. Ça, c'est intéressant parce que c'est aussi, tu vois, un des aspects du remote. Parce que moi, j'ai bossé dans des boîtes classiques avant. Et des one-one avec ton manager. Je sais pas, si t'en as un tous les 3 mois, déjà, c'est bien, quoi. Alors que la Ouais, plupart des boîtes ça avec lesquelles j'ai discuté, ouais. c'est absolument absurde, ouais. C'est vraiment un truc que je ne comprends pas. En fait, je comprends même pas comment ça peut marcher, ce modèle. Bah, ouais, il y a des espèces de one-one informels à la machine à café vite fait, mais Oui, c'est ça, ouais. dans lequel tu vas pas vraiment dire les choses, je pense, parce que bah, t'es autour d'une machine à café, donc Ouais, mais après, tu vois. c'est intéressant. C'est
Un des trucs du remote qui est assez intéressant, ça me fait penser à ça et je pense que c'est un des learnings intéressants après 7 ans, 6 ans de travail en remote. C'est qu'en fait, il y Ouais, a beaucoup des muscles que tu prends parce que ça demande d'être très intentionnel. Tu fais des efforts. Alors, c'est bien parce que ça met, tu vois, genre, un certain niveau que tu vas tenir relativement facilement. C'est une habitude que tu te mets. ouais, Mais comme toutes les habitudes, en gros, tu fais un peu, genre, tu fais un peu plus que l'habitude et puis après, tu arrives à là. Et tu sais, tu dois remettre un coup et peut-être d'ailleurs, il y a un petit déclin et tu dois ouais, remettre un ouais, coup et te remettre à là, etc. Et du coup, le one-one, par exemple, très intentionnel avec vraiment beaucoup de valeur, c'est quelque chose, je l'ai vu décliner plein de fois. J'ai certaines personnes avec qui j'ai dû, enfin, j'aurais dû adresser bien plus vite, ça s'est bien fini. Mais il y a eu des one-one, typiquement, je pense à quelqu'un avec qui je travaillais, avec qui je travaille toujours, sur lesquels, en fait, pendant très longtemps, on parlait que du taf. Et parce que, donc c'était en design, j'adore ça, bon, bah, je me laissais un peu emporter. Mais en fait, il y avait ouais, des trucs très fondamentaux à travailler sur les relations humaines, la manière de gérer les conflits, etc., qu'on mettait un peu sous le tapis. Et derrière, bah, en fait, ça a un petit peu explosé, etc. Alors, heureusement, la personne est suffisamment mûre pour bien réagir à ça, mais c'est. Enfin, ouais. Tout ça pour dire que ouais, malheureusement, c'est un peu ça aussi le challenge, c'est qu'il faut en permanence ouais. remettre la barre un peu plus haut. Euh, euh, et sur la du coup, tu parlais de résolution de conflit. Sur la résolution de conflit, tu fais comment? C'est pareil, c'est du one-one en synchrone quand tu identifies ou quand il y a un manager qui identifie qu'il y a besoin de prendre tu vois, de prendre un peu de temps pour résoudre des trucs Tu parles ou d'un est-ce que vous... conflit entre personnes? Tu parles Ouais, ouais, typiquement un conflit entre personnes, ouais. Et Ouais, en... franchement, j'ai pas de solution. Je l'ai pas eu très souvent et en général, moi, ce que j'ai vu quand il y avait des vrais conflits qui sont arrivés, des personnes qui m'ont dit je peux pas travailler avec cette personne, etc. C'est que soit la personne enfin juste ne marche pas dans la boîte et en fait il y a un vrai truc dans l'équipe où ça marche pas, soit la personne B a un truc où ça marche pas, soit le rôle de l'un des deux est vraiment fucked up, la Ok, personne n'est pas à la bonne place. ok, Mais, je peux pas dire que j'ai une bonne manière d'approcher ça. Et je pense que c'est important de préciser dans mon rôle, je ne me considère pas du tout comme le meilleur manager qui soit. Genre, clairement, je sais que mon CTO, mon associé, est bien plus au taquet. ok, Parce que, genre, gérer des head-off, c'est quand même un truc qui est vraiment chelou. C'est pas du tout le même rôle de management. Tu vois, je suis pas l'expert par rapport à eux sur leur rôle. Enfin, ça dépend de qui, mais tu vois, la plupart. Enfin, d'ailleurs, non, ouais, pour personne. Ils travaillent pas ensemble directement. Créer la relation entre les leaders, en fait, c'est très spécial. ouais, ok, C'est pas moi qui mets leur roadmap, c'est eux qui m'amènent la roadmap et moi qui dois. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très très différentes. Donc j'ai pas d'expertise très forte sur l'aspect managérial. ok. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait un tour, on a fait un tour relativement complet, c'est intéressant. Je finis toujours le podcast avec à peu près la même question. Si tu devais donner des conseils à soit un créateur de start-up, soit un créateur d'entreprise en général, mais qui est déjà implémenté, tu vois. Donc, soit quelqu'un qui veut lancer une boîte, soit quelqu'un qui a déjà une boîte et qui veut migrer vers de l'asynchrone. Quels sont les conseils que tu lui donnerais pour mettre en place de la communication asynchrone? Par quoi commencer? Qu'est-ce qu'il faut mettre en asynchrone vite? Qu'est-ce qu'il faut garder un peu en présentiel au début, ce genre de choses? Quelqu'un qui serait quand même avec des bureaux ou quelqu'un qui serait vraiment remote full? C'est une bonne question. C'est quoi la différence? Ouais. Bah, quelqu'un qui est en bureau, je pense qu'il n'y a pas. Il y a pas, enfin, en gros, quelqu'un qui est en bureau, le truc principal, c'est surtout de dire, n'est pas un mode de travail hybride trop fort où tu as certaines personnes qui viennent jamais au bureau. Genre, il faut absolument que les gens viennent Ok. quelques jours par semaine. Et si c'est pas le cas, c'est sur des rôles très très spécifiques, des développeurs qui sont vraiment sur un projet à eux, etc. Mais sinon, on le sait tous, tu vas avoir des divergences qui vont se Des créer, différences. Ouais. manque de communication, etc. Je pense pas que ce soit vraiment quelque chose que tu puisses résoudre. Si jamais donc la personne commence à mettre sa boîte en remote full, Ouais. moi je mettrais je commencerai l'asynchrone par toutes les choses qui sont les plus rewarding. Donc typiquement les updates asynchrones, avoir tu vois genre que ce soit les updates sur les metrics, les updates sur là où on va cette semaine, qu'est-ce qu'on est en train d'achieve, euh, tu vois, genre les Ok. reports, etc. Le fait d'avoir un channel, tu vois, tu peux le mettre un channel Slack ou j'en sais rien, où tu mets un hashtag update, nous on a ça, ou tu mets ça. Je pense que c'est quelque chose qui est assez encourageant pour tout le monde.
parce que c'est très engageant, c'est assez vivant, etc. Tu peux réagir, tu peux commenter, etc. Un Ouais. deuxième truc que je mettrais exactement dans la même veine, ce serait tout ce qui est shootout, donc praise, public praise, etc. Avoir un système, alors que Slack, hein, évidemment, mais où tu puisses genre commencer à mettre l'habitude de dire genre bravo à machin pour faire ça, etc. Et dire à tout le monde, vas-y, encourage là-dedans, dis au manager qui Ok. est-ce qui déserve un shootout, etc. Et un autre truc que je ferais qui est vraiment génial, c'est, tu vois mon écran là? Est-ce que je peux partager sur... Peut-être, ouais. Tu veux que je tente ou pas? Est-ce que tu peux me le décrire parce que je publie aussi ça en audio. Ouais, Pour ceux qui sont en ok. audio, ça va être, Ça marche, ça marche. ça va être compliqué. Un des documents qu'on a qui est vraiment génial, c'est ce qu'on appelle les team intros. Bon, attends, je le partage au cas où pour les personnes qui sont... Ouais, je le mettrai dans la description du podcast. Voilà, donc c'est ce genre de document. Alors, je vais montrer le mien pour pas être... où en gros, tu vois, tu décris un peu qui t'es, ce que tu as fait, machin, etc. Alors ça, c'est un des premiers, donc forcément, ça a moins de là, mais les derniers, en gros, tu vas avoir vraiment... tu vois, Katrina, par exemple, elle est arrivée il y a quelques semaines. Tu vas vraiment avoir énormément de personnes qui vont réagir, tu vas avoir des commentaires, etc. Et Ah, et ça, du coup, ouais. c'est une En super fait, bonne introduction à la c'est synchro. une bio, t'expliques qui tu es, ce que tu fais, ce que t'aimes bien, avec des photos, etc., quoi. C'est ça. Ouais, Et du coup, exactement. la team commente, met des emojis de Ouais, réponse et tout. Ok. Ah, c'est ouais, intéressant. exactement, exactement. Encore une fois, je préfère montrer comme le mien, mais voilà, tu vas avoir, tu vas voir la team qui commande. Donc, par exemple, je sais pas, sur le blog de musique que j'avais quand j'étais lycéen, Ok. Blanquette de beats. Euh, Ok. Ouais, c'est intéressant. voilà, tu vas voir ce Ça, genre ça, de choses. ça c'est fun. C'est fun. Et effectivement, ça ramène de la cohésion. T'apprends à connaître les gens avec qui tu bosses et tout. C'est vraiment cool En tout comme cas, idée. Ok. si jamais je commençais sur la 50, je commencerais vraiment avec ces aspects-là qui sont plus fun et plus engageants. La même raison pour laquelle Slack s'apprend, en fait, c'est vraiment un côté très Ouais. naturel, quoi. Voilà, t'engages l'équipe. Si jamais, évidemment, genre derrière, ce que je ferais, ça serait bon, tout ce qui est playbook, etc. Je pense que de manière générale, les gens le font. Je pense que je ferais les documents de travail plus high level, type stratégie, type planning de cycle, enfin de cycle de travail, de sprint, de ce que tu veux, mais la Ouais. narrative, tu vois, genre le big picture, Ouais. pitch pour les équipes produits, donc vraiment, tu vois, genre pourquoi est-ce qu'on fait une feature, etc. Sans être tu peux faire l'aspect évidemment, mais être plus sur la narrative encore une fois. Cette Ok. partie-là, raconter pourquoi est-ce que tu fais les choses et rassembler l'équipe derrière une histoire commune. Donc l'équipe, encore une fois, toute l'équipe ou alors une squad ou quoi. Je Ouais. pense que c'est un des meilleurs usages. C'est un truc qui bénéficie à tout le monde, qui donne de la clarté à tout le monde. Ok. Ok. Mais c'est un peu moins fun. Donc je pense que je commencerai par le plus fun et puis après j'irai là-dessus. Ok. Intéressant. Et du coup, quel est le dernier truc que tu mettrais en asynchrone? Quel est le dernier truc à migrer d'après toi? Le dernier truc? Ouais. Question piège. Tu veux dire le truc à ne pas migrer en asynchrone du coup? Ouais, ou vraiment le truc que tu finis par faire si vraiment tout est parfait, toi, t'as déjà tout Prise de migré, tout est... décision. Je pense Ok, que c'est un bon exemple, tu vois, genre le fait de faire de la prise de décision en asynchrone, nous c'est un truc que on fait encore, tu vois, sur plein de choses. Et c'est ouais, compliqué, mais si jamais tu arrives à le faire marcher, c'est sûr que c'est génial. Ça permet à tout le monde de comprendre la raison pour laquelle une décision, tu vois, genre par exemple, là je me retrouve à regérer donc on lance un nouveau produit qui n'a pas encore de nom, qui s'appelle Ask X pour l'instant, où on sort en ok, fait notre technologie de Retrieval Augmented Generation, donc le côté où on prend plein de sources de data, on peut poser une question et retrouver de la knowledge de cette manière-là. Et ok, on le package dans un nouveau produit sur lequel tu vas pouvoir connecter ton Notion, ton Slack, ton Linear, ton Drive, ce que tu veux. Et tu peux ok, poser des questions, ton Slide évidemment. Et tu peux poser des questions, avoir tes réponses. Et on l'oriente très knowledge management. Donc vraiment l'idée de dire, toutes les boîtes qui ont des questions récurrentes, que ce soit les newcomers qui onboard, que ce soit les équipes de support, les équipes de sales, toutes les équipes d'opération, les field workers, il y a pas mal ouais, de cas comme ça. Ils ont besoin d'avoir une solution de ce type-là qui est très sûre et accurate
Des chats Ouais. GPT, ça va être bien, mais pour d'autres choses, tu vois, plus pour de la génération, donc des trucs beaucoup moins sûrs, avec beaucoup plus d'hallucinations. Nous, on va être vraiment centré sur le côté certain, Ouais. avec plein de features autour de ça. Bon, bah ça, par exemple, on a eu une grosse discussion sur comment est-ce qu'on gère le système de permission des sources tierces. Si jamais, genre, tu connectes un Google Drive, comment est-ce que tu Ouais. t'assures pour que quelqu'un qui ait une autre set de permission puisse accéder seulement au bon contenu? Ouais. Et ben ça, tu vois, typiquement, c'est le genre de truc où on a pris cette décision sur une question answer, donc sur une discussion Slide, Ok. ultra détaillée, Ok. avec, tu vois, genre là, je regarde, attends, je peux encore partager pour les quelques personnes qui regarderont en vidéo, avec, tu vois, vraiment un back and forth, avec les explications sur chaque truc, des liens avec d'autres documents, etc. Comment est-ce qu'on Ok. peut faire ça, nanana. Et, tu vois, genre avec des disagreements, etc. Ouais. Et aussi d'ailleurs avec des documents liés sur lesquels on explique. Enfin, voilà, vraiment, vraiment beaucoup de détails. Et ça, c'est le genre de truc où moi, bah, c'est trop bien quand je reviens de congé paternité, où je peux recomprendre pourquoi est-ce que cette Ouais, décision a tu été peux tout prise lire. et Ouais. potentiellement remettre une pièce dans la machine, hein. Mais en tout cas, tu vois, genre, je sais que c'est logué et je peux comprendre pourquoi. Et pareil, je peux demander à de l'AI pourquoi est-ce que ça a été pris. Donc, tu vois, Ouais. typiquement, si jamais tu as un truc très compliqué, j'en sais rien, tu vois, genre, par exemple, on décide du reader pricing, on a un plan reader pricing pour les entreprises, bah, pareil, tu peux poser la question, etc. Si jamais c'est documenté, c'est sûr que tu peux recomprendre l'historique de la boîte de manière plus facile, quoi. C'est intéressant sur la prise de décision. Vous étiez, j'ai essayé de voir, mais j'ai pas trouvé l'info sur ton écran. Donc c'est une discussion qui a duré plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines. Et Ouais, vous ouais. étiez quand même 5-6, non? Quelque chose comme ça? Alors, c'est une bonne question. Il y en avait clairement qui rajoutaient des pièces dans la machine. Donc, ça partait d'un document, external source, tu vois, nanana, donc quelqu'un qui Ok. expliquait. Avec des schémas et tout. Ici, donc, tu as la question qu'on a liée, donc c'est Ok. cette discussion qu'on avait. Et si je reviens un peu au début, je disais, voilà, on prend le 16 juillet, on a quelques-uns qui ont suivi. Et les Ok. participants principaux, donc c'était donc Engineering Manager, le développeur principal Florian, Fadila, notre Head of Product, et Pierre, notre CTO. Donc en réalité, il y en avait Ok. 4 qui ont interagi. Si tu regardes genre les têtes qui passent, il y a 4 personnes. Ouais. D'accord. Et il y a Cine qui est designeuse qui rajoute un petit tech, mais ça n'impacte pas la décision. Ok. 4 personnes. Intéressant. Ah si, Cine Ok. qui rajoute quand même quelque chose. 4 personnes. Je pense que c'est le Ok. bon nombre de personnes. Normalement, on a un owner. Donc, c'est en général la personne qui close la discussion, ce qui a été le cas dans celle-là. Ouais. Euh, et puis, tu as quelques participants. Donc là, voilà, tu as les gens qui sont liés. On avait beaucoup réfléchi à faire un système plus compliqué de RACI avec genre des permissions explicites. Un peu pour la même raison que je t'ai dit avant, le problème de ce genre de feature, c'est pas vraiment le fait que, enfin, tu peux rajouter beaucoup de choses, honnêtement. Mais le Ouais. problème, en fait, c'est plus l'engagement initial. Il faut que ce soit très simple. Et du coup, en fait, Ouais. ça va un peu à l'opposé de commencer à complexifier le modèle de prise de décision. C'est vrai que c'est quand même hyper intéressant parce que ça veut dire que si tu prends toutes tes décisions comme ça de manière asynchrone, ou écrite en tout cas, ça veut dire que si tu mets dessus une intelligence artificielle, tu es capable d'avoir toutes les décisions, une à une, Ouais. qui ont été prises dans la boîte, pour savoir pourquoi est-ce que vous êtes arrivé à cette finalité-là, etc., etc. Et tu pourrais presque même faire du rétro-engineering sur les prises de décision, ce qui a fonctionné, etc. Ouais, C'est assez complètement. cool. Alors, après, en fait, le truc qui est vachement intéressant, c'est que si jamais, là, typiquement, tu vois, on ingeste du Slack Ok. dans Ask, donc le produit où je te disais qu'on est en train de créer. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose où tu te rends compte qu'il y a peut comprendre pas mal des prises de décision quand même. C'est moins explicite, c'est moins clair, mais il y a Ok. pas mal de choses où on peut réussir, surtout si c'est dans un thread et que c'est bien dit de manière claire. Ok. Tu peux peut-être tu peux souvent réussir à avoir une conclusion. Donc pareil, Ok. hein, avec de l'AI, mais ouais. Ouais, ouais. Ok. Écoute, merci beaucoup pour cet épisode, c'était hyper intéressant. On a creusé pas mal de points, je trouve, de la communication asynchrone.
Donc vraiment cool. Donc allez tester Slide si vous avez envie de mettre en place de la communication asynchrone ou juste de la doc dans votre boîte. Et Christophe, merci beaucoup pour ce podcast. Je mettrai ton LinkedIn si ça te va dans la description Ouais, du podcast avec grand si plaisir. les gens veulent te contacter. Yes. Et puis ouais. Super Merci beaucoup, épisode, Xavier. merci beaucoup. Salut. Ciao.